Au lendemain de la tempête du sous-développement, la République démocratique du Congo se réveille lentement de sa torpeur. Pour que nous émergions, il va falloir que demain, nous ayons des produits finis compétitifs qui sortent de nos bras et des intelligences de nos cerveaux. Les efforts mis en œuvre dans la course vers l'émergence sont-ils perceptibles? Les rayonnements d'une classe entrepreneur est-il possible? Il faut encourager l'entrepreneuriat national. Il nous faut des milliardaires, il nous faut des millionnaires, mais il nous faut des capitaines d'industrie congolais qui prennent les risques d'investir parce qu'ils sont congolais, parce qu'ils ont mission de créer des emplois et de distribuer des revenus. Ce sont là les signes d'une économie qui émerge. Didier Moumengi, invité de ITW. Lorsqu'on parle d'émergence, il faut peut-être se rappeler qu'avant le discours de l'émergence, il y a eu le discours du pays en voie de développement. Et à l'intérieur du concept d'émergence, il y a ce grand discours de la croissance économique. Peut-être il faut commencer par définir tous ces concepts, établir les distinguos entre ces concepts pour comprendre pourquoi en 60, on nous appelait pays en voie de développement. Et aujourd'hui, nous sommes pays en voie d'émergence. Si on se met d'accord sur cette procédure, on revient sur la définition même de l'économie. Commençons par la croissance économique. La croissance économique a deux vocables, l'économie et la croissance. Alors, c'est quoi une économie? L'économie est dans le corps social d'un pays, c'est que la médecine est dans le corps humain. La médecine cherche à mettre l'homme à l'abri des maladies. Et pour trouver la médication la plus efficace, la médecine procède par un diagnostic, savoir ce qui se passe réellement dans le corps, pourquoi il y a des symptômes, et aller à la racine du problème pour trouver la médication qu'il faut. Et l'économie fait exactement la même chose. L'économie a comme fonction de mettre la nation à l'abri des souffrances, à l'abri des difficultés et à l'abri de toutes sortes de misères. Pour cela, les économistes auscultent le corps social. Comment les économistes auscultent le corps social? Là où en médecine on utilise les microscopes ou d'autres procédés de diagnostic, en médecine, on essaie de redresser des grandeurs statistiques pour interroger les réalités sociales. Sachant que l'économie est essentiellement une science sociale. Beaucoup se trompent, séparent l'économie et le social. L'économie n'a de sens que par sa finalité sociale. Lorsqu'on est incapable de se saisir des réalités sociales, on ne peut pas faire l'économie. Comme la médecine, qui est incapable de diagnostiquer, ne peut pas donner une médication curative. On ajoute à ces mots économie la croissance. Alors la croissance, c'est quoi? C'est lorsque tous ceux qui participent à la mise en place des instruments, des conditions, des situations de mieux-être collectif croient, augmentent. On parle de croissance extensive lorsque ces facteurs augmentent, lorsque vous avez plus de machines pour produire plus, lorsque vous avez plus d'argent pour produire plus, la croissance est extensive. Mais cette même croissance peut être intensive. Mais c'est quand, avec les mêmes machines, vous développez des plus-values dans le savoir, avec le même individu, vous êtes capable de produire plus. Donc nous revenons au centre et de l'économie
et du social et de la croissance, on revient à la notion de capacité. Cette notion de capacité justifie et les pays sous-développés en voie de développement, et la croissance économique, et plus tard, et l'émergence. La notion de capacité. Est-ce que nous sommes capables de soigner le corps social comme un bon médecin soigne le malade? Pour ce qui nous concerne, la réponse est dans l'état social réel du pays. J'ai dit dans mes propos liminaires, l'économie n'a de sens que par sa finalité sociale. Si on ne sait pas se saisir des réalités sociales, on ne sait rien faire. Alors, la première condition de la compréhension des mécanismes économiques, c'est la prise de conscience collective de l'état catastrophique de notre société. Si on se met d'accord qu'il y a des problèmes réels, que l'état réel de notre pays est désastreux, on cherche maintenant à redresser des indicateurs statistiques pour nous permettre de mieux comprendre, imaginer, envisager une bonne thérapeutique. Le concept émergence vient avec la notion de la mondialisation. Parce qu'il est question de sortir de l'eau du sous-développement pour être vu par les autres. Vu par les autres, non pas parce que vous avez un beau visage, mais parce que vous disposez maintenant de produits finis compétitifs qui vous permettent d'avoir des parts de marché dans ce grand marché mondial. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous vendons sur la place internationale en produits finis? Quasiment rien. Mais nous consommons tout venant de l'extérieur. Ce qui crée un déséquilibre économique inexplicable qui ne nous permettra que difficilement d'émerger. Je vais prendre un exemple. La Chine et les États-Unis. La première rencontre des États-Unis et la Chine se passe entre 1976, où ils renouent les relations diplomatiques après la visite de Richard Nixon. À l'époque, la Chine, c'est un pays sous-développé. Mais aujourd'hui, déjà en 1978, les niveaux d'échange, les niveaux des relations économiques s'est chiffré aux alentours de 2 milliards, déjà. Mais aujourd'hui, 30 ans après, la Chine et les États-Unis partagent des relations économiques qui se chiffrent à hauteur de 400 milliards de dollars. C'est qu'ils avaient comme niveau d'échange économique en 1976, donc environ de 2 milliards. Aujourd'hui, c'est 2 milliards par jour d'échanges économiques entre les États-Unis et la Chine. La Chine a émergé. Dans les années 70, la Chine ne vendait rien aux États-Unis. Les produits de la Chine n'étaient pas compétitifs aux États-Unis. Aujourd'hui, la Chine est le premier lieu d'importation pour les États-Unis à hauteur de 400 milliards de dollars, donc de 2 milliards de dollars par jour. La Chine a émergé. La Chine a pris sa part dans les concerts économiques internationaux. Pour que nous émergions, il va falloir que demain, nous ayons des produits finis compétitifs qui sortent de nos bras et des intelligences de nos cerveaux, complètement compétitifs. Vendre le cuivre, l'or ou le diamant ne vous crée pas un espace économique au sein du marché international, parce que c'est des produits qui seront transformés et qui vous reviendront ici comme produits finis. Jusqu'à 59, mais avant 60, nous étions présents dans le marché international avec l'huile de palme. Nous représentions à l'époque 54% du marché mondial de l'huile de palme. Et l'huile de palme était un produit fini que nous vendions qui était consommé directement. L'Asie ne représentait que 17% du marché de l'huile de palme. Aujourd'hui, notre production d'huile de palme n'existe quasiment plus. Mais l'Asie représente aujourd'hui 74%
du marché mondial de l'huile de palme. Aujourd'hui, la Chine consacre plus ou moins 2,6% de son PIB à la recherche fondamentale. Il est deuxième pays au monde d'une telle allocation cognitive à sa société. Le premier pays, c'est le Japon, qui consacre 3,3% à la recherche scientifique. Mais nous, la recherche scientifique n'est dans aucune ligne budgétaire. Ça, c'est le préalable de l'émergence. Si nous voulons émerger, il va falloir que le ventilateur que nous importons, qui est une technologie simple, soit imaginé et fabriqué chez nous et vendu à l'extérieur. Et le marché mondial, ce n'est pas seulement vendre aux États-Unis. Vendre à Brazzaville ou à Bangui, c'est déjà ça le marché international. Nous sommes un pays de chaleur, mais les frigos que nous importons, les climatiseurs que nous importons, c'est des technologies simples. Il faut une volonté économique qui montre la nécessité pour qu'il y ait croissance auto-entretenue qui nous conduise à l'émergence. Il faut qu'une volonté politique décide que nous fabriquions, en commençant par des technologies simples, les produits et les outils que nous utilisons quotidiennement dans notre pays. Pourquoi on ne voit pas les effets de la croissance économique? C'est parce que la croissance économique a un aspect essentiellement quantitatif. On additionne les valeurs ajoutées et pour le cas de notre croissance économique, elle est essentiellement tractée par la production minière et la production de produits de la forêt. Alors, ces entreprises minières, pour la plupart, expatrient leurs revenus. Ils font des chiffres d'affaires importants qui sustentent le produit intérieur brut, mais toute cette masse d'argent ne réintègre pas les circuits économiques. Il est difficile de vous dire à peu près combien d'emplois rémunérateurs l'expansion minière a généré dans notre pays. Il y a des chiffres, mais il n'y a pas dans la réalité budgétaire de notre pays traduction de ce montant de PIB dans la création d'emplois et dans la distribution de revenus. Alors, le fait que cet argent ne revient pas dans le circuit économique prive les institutions bancaires de donner du crédit aux entrepreneurs pour créer des emplois et rémunérer correctement les Congolais. Alors, il faut un patriotisme économique, d'abord pour que les entrepreneurs congolais puissent avoir accès au capital, pour qu'ils entreprennent, tout cela pour réduire l'effet risque-pays. Si nous avons des investissements spéculatifs dans notre pays, si les investisseurs privilégient l'import-export, c'est parce que notre pays présente des risques pays assez élevés. Alors, pour contourner les risques pays, en sachant que les investisseurs qui viennent se renseignent, consultent les agences de notation pour savoir à quel niveau se situe la RDC. On dit c'est C ou D. C, c'est risque élevé, D, c'est risque très élevé. Il faut encourager l'entrepreneuriat national. Il nous faut des milliardaires, il nous faut des millionnaires, mais il nous faut des capitaines d'industrie congolais qui prennent les risques d'investir parce qu'ils sont congolais, parce qu'ils ont mission de créer des emplois et de distribuer des revenus. Et ça, ce n'est possible qu'à travers le volontariat économique de l'État. C'est-à-dire quoi? Les grandes commandes publiques, les grands marchés de l'État doivent privilégier l'entrepreneuriat congolais. Ce sont là les signes d'une économie qui émerge. La présence des milliardaires, des capitaines d'industrie, mais aussi la nécessité pour accompagner ces mouvements, pour le gouvernement, de former le peuple d'en bas, qu'il représente une main-d'œuvre qualifiée, capable d'intégrer ces usines, ces industries et
organiser un processus entretenu de la croissance économique. Le gouvernement a lancé une idée noble de la bancarisation. Alors on pouvait penser que la bancarisation vise une chose, améliorer les taux d'épargne des salariés congolais. Parce qu'on est bancarisé, parce qu'on veut épargner, parce qu'on veut accéder aux services bancaires, notamment le crédit. Très bien. L'idée au départ, c'est que cette bancarisation permette aux institutions bancaires de disposer d'un stock de capital susceptible de féconder l'économie en crédit à l'entrepreneuriat. L'idée louable au départ se retrouve galvaudée parce que la bancarisation, en réalité, consiste à guichétiser les salaires des fonctionnaires congolais sans qu'ils puissent disposer des moyens d'épargner. Au terme du processus, il n'y a pas un bénéfice économique palpable parce qu'il n'y a pas eu un taux d'épargne élevé. Au terme du processus, le bénéfice économique est nul parce que ces services de guichétisation de la paie a un coût que le gouvernement doit supporter. Alors, l'essentiel en économie, j'ai comparé l'économie à la médecine, c'est ne pas se tromper des diagnostics sociaux. Il faut se mettre d'accord sur les réalités sociales parce que l'économie n'a de sens que par sa capacité à résoudre des problèmes sociaux. Alors, si on a identifié les problèmes, si les problèmes par rapport à la bancarisation, c'était d'améliorer les salaires des fonctionnaires, l'idée est louable parce que améliorer les salaires des fonctionnaires, c'est-à-dire augmenter la propension à consommer pour provoquer la production nationale. Or, tel n'a pas été le cas. Les salariés n'ont pas vu leur salaire amélioré. Le pouvoir d'achat demeure en chute libre. Donc, au terme du processus, aucun bénéfice économique, aucun bénéfice social. Il est temps de se rattraper pour coller l'activité économique aux réalités sociales. Lorsqu'on a une population aussi jeune, une population aussi sportive, une population aussi culturelle, les prioritaires économiques doivent être des concepts nouveaux, comme l'économie des sports ou l'économie culturelle dans un pays comme le nôtre. Je commence par l'économie culturelle. Comment on crée une économie à travers les activités culturelles? C'est en commençant par rehausser la valeur marchande des œuvres culturelles à l'intérieur du pays et il y aura par contre-coup cette même valeur, même bonifiée à l'extérieur. Je vais prendre la chose la plus étonnante et la plus simple. Les cris des musiciens. Les musiciens qui lancent des cris, qui inventent des danses. Ces danses sont dansées à travers le monde, les danses congolaises. La rumba, dombolo, ainsi de suite. Alors que les créateurs n'en tirent aucun bénéfice, et encore moins les pays. Si demain, nous procédons par la consignation, lorsqu'un créateur invente sa danse, l'œuvre est codifiée, consignée, il devient un auteur d'une œuvre qui est une danse. Celui qui utilise la danse doit pouvoir rétrocéder un peu d'argent et au pays et à l'auteur. Ce n'est pas un miracle. Ça fait plus de 10 ans que l'artiste, entre guillemets musicien, n'a plus droit à ses droits parce qu'il n'a pas son salaire. Ceux qui utilisent nos danses, comment font-ils pour apprendre nos danses? Ils prennent des vidéos et ils s'entraînent. Mais demain, on peut faire comme le tango, créer des écoles de danse. Parce que les danses sont protégées. En créant les écoles de danse, nous créons des emplois. Nous créons une technicité. Les emplois en amont, lorsqu'on protège l'œuvre, mais les emplois en aval,
lorsque les écoles de danse permettent d'abord la formation, là aussi il y a des emplois, et puis la mise en œuvre, là aussi il y a des emplois. Donc, rien que la culture peut créer des milliers d'emplois, comme les tangos génèrent en Argentine quelque chose comme 400 millions de dollars par an. Et ils ont créé un concours international de tango qui aspire plus de 100 000 personnes chaque année venant de tous les horizons à travers le monde pour participer à cet événement concours de tango. Alors nous, le tango n'est pas supérieur à la rumba, le tango n'est pas supérieur au dombolo, mais sans valeur marchande, la rumba, le dombolo ne sait pas créer des emplois dans notre pays. Alors, en revenant sur l'économie de la culture, nous pouvons dans tous les segments culturels créer des emplois en redonnant à nos œuvres une valeur marchande internationale. Alors, le sport, il faut une refonte générale de la pratique sportive dans notre pays. Il faut d'abord constater une chose désastreuse. Les rencontres sportives dans notre pays n'engagent plus grand monde. Quand on grandissait, lorsqu'il y avait Vita Imana au stade Tata Raphaël, la ville cessait d'exister. Tout le monde était au stade. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc il faut une refonte générale de la pratique sportive dans notre pays. Je prends un exemple. Les Jeux olympiques nationaux qui changent la façon de faire les sports dans notre pays. Ces Jeux olympiques, c'est quoi? C'est à mi-chemin entre les Jeux olympiques internationaux. Nous créons des Jeux olympiques congolais avec des clubs qui représentent des villes. Des clubs qui représentent des villes. Lorsqu'un club représente une ville, il y a obligation que la ville qui va soutenir son club porte les maillots de ces clubs. Alors, un tel projet doit être accompagné à la création, à la USAD s'il le faut, des entrepreneurs des activités sportives. C'est-à-dire quoi? Lorsque dit, voilà, il y a le club de Kinshasa, les Jeux olympiques, c'est à Kisangani. Chaque province doit pouvoir compétir dans 5 ou 6 disciplines. Mais les maillots sont uniques. Kinshasa, c'est 10 millions de personnes. Un entrepreneur est positionné pour mettre en place une usine de fabrication des accessoires de sport en lien avec les couleurs du club Kinshasa. C'est valable pour d'autres provinces. L'entrepreneur a un marché sûr. Il y aura au minimum 500 000, sinon 1 million de Kinois qui vont porter les couleurs de leur équipe provinciale pour aller compétir à Kisangani. C'est valable pour toutes les provinces. Lorsqu'il y a une usine locale qui fabrique les accessoires de sport, il y a création d'emplois, il y a l'économie des sports. Ils vont à Kisangani. Les pays doivent s'organiser pour qu'il y ait des infrastructures sportives capables d'accueillir ces événements. On va créer des stades, on va créer des lieux d'aisance, on va créer énormément de choses pour accueillir cet événement. C'est des emplois créés là-bas. Si on renouvelle cette activité, tous les 2 ans, tous les 3 ans, en faisant des randonnées, après Kisangani, Goma, Bukavu, ainsi de suite, ces entités se développent. Il y a création d'emplois. Il y a un goût renouvelé pour les sports. Parce que les gens sont obligés de soutenir, au-delà du club, mais leur province.